Bonjour à tous. Au cours de ce cours, nous verrons le développement de l'embryon de la 2e à la 4e semaine de développement. Il traversera des étapes importantes comme la nidation, la gastrulation, la neurulation et la délimitation. La segmentation a eu lieu lors de la 1re semaine du développement. Et c'est à 5 jours de développement que le blastocyste, naturellement, rencontre la paroi de l'utérus. En fécondation in vitro, c'est un petit peu différent, puisque nous transférons souvent dans l'utérus des embryons âgés de J2 ou J3. Cela veut dire que cette segmentation, qui a lieu naturellement dans la trompe, peut se terminer en fécondation in vitro dans la cavité utérine, puisque, assez souvent en tout cas, cela fonctionne quand même et l'embryon s'implante. Vous voyez ici la paroi de l'utérus qui est constituée de l'endomètre, qui tapisse la paroi interne de l'utérus, et le myomètre, qui est une couche épaisse de muscles lisses, plus externe. L'endomètre, ici, a des glandes bien développées. Il est dit au stade progestatif, c'est-à-dire lorsqu'il y a de la progestérone pendant la 2e partie du cycle, et en gros autour de J20, J21. L'anidation. Elle met en jeu 2 protagonistes, l'embryon, bien sûr, mais aussi l'utérus et plus précisément l'endomètre. Tout d'abord l'embryon. Il est encore libre dans la cavité utérine. Il arrive dans l'utérus sous la forme d'un blastocyste, encore entouré de sa membrane pellucide. Il va en sortir, par rupture de celle-ci, fragilisé par l'action de l'environnement utérin, via des enzymes lytiques, mais aussi par une action propre de l'œuf, qui va se contracter et se dilater violemment. Ceci a été observé sur des embryons en culture. Le blastocyste va donc effectuer ce qu'on appelle l'éclosion et que nous avons déjà vu la semaine dernière. L'utérus, il s'agit plus précisément de l'endomètre. Sous l'effet de l'œstradiol et de la progestérone, l'endomètre va subir des modifications structurales et moléculaires qui vont le rendre réceptif à l'implantation embryonnaire. L'embryon ne peut s'implanter dans l'endomètre que pendant une période limitée dans le temps et qui correspond à ce qu'on appelle la fenêtre implantatoire. Chez une femme ayant des cycles réguliers, cette fenêtre s'étend du 20e au 24e jour du cycle. Ceci correspond à la période où le blastocyste sort des trompes et débouche dans l'utérus. L'endomètre grandit en épaisseur, se développe de même que les glandes. Nous verrons ensuite les marqueurs de la fenêtre implantatoire, puis les différentes phases de l'implantation, enfin les mécanismes. Nous verrons l'évolution du blastocyste et les anomalies. Sur cette diapositive, vous avez en haut un premier schéma qui vous montre l'évolution des taux hormonaux au cours du cycle. Vous voyez que la progestérone s'élève bien sûr pendant la 2e partie du cycle et que la fenêtre préimplantatoire autour de J21 correspond à un moment où les taux hormonaux sont très importants. Vous avez un dessin en dessous de la muqueuse utérine. Vous voyez qu'elle s'épaissit, vous voyez que les artères se développent, elles deviennent spiralées et c'est donc une muqueuse œdémateuse et bien irriguée par le sang qui va pouvoir accueillir l'embryon. Sur ce schéma, vous voyez la réceptivité utérine au cours du cycle. En début de cycle, il s'agit d'une phase non réceptive. La fenêtre d'implantation correspond à l'éclosion du blastocyste et dure environ 3 jours. Et la fin du cycle est ce qu'on appelle une phase réfractaire. Donc la fenêtre d'implantation est finalement extrêmement étroite au cours d'un cycle féminin normal. Alors vous
avez ici un endomètre en phase implantatoire. Nous sommes donc au milieu de la phase lutéale. La muqueuse est à son maximum de développement. Les glandes tubuleuses contournées sont en phase sécrétoire. Elles sécrètent des protéines, des glycoprotéines et beaucoup de glycogène. Le chorion, le conjonctif, est très édémateux. C'est un conjonctif lâche, extrêmement vascularisé, avec des artères spiralées, des lacs veineux, des capillaires très fournis. On commence à voir une réaction des cellules conjonctives du chorion profond qui réalise ce qu'on appelle la réaction prédéciduale, et on voit des cellules s'organisant en un pseudo-épithélium. Si l'ovocyte est fécondé, les glandes de l'endomètre vont avoir une activité encore plus intense. Les artères vont former un dense réseau et l'endomètre va devenir encore plus édémateux. Regardons maintenant les marqueurs de la fenêtre implantatoire. Il n'y a pas de définition extrêmement précise de la fenêtre implantatoire, mais plusieurs marqueurs ont été proposés. Tout d'abord, les pinopodes sont des marqueurs morphologiques. Ce sont des protrusions apicales au niveau des cellules épithéliales de l'endomètre. Elles ont un rôle dans les échanges et les flux de protéines de bas poids moléculaire. Leur développement est accentué par la progestérone. Les intégrines ont aussi un profil d'expression lié à la réceptivité utérine et cette réceptivité est sous la dépendance de progestérone. Ce sont des molécules d'adhésion. Les mucines sont des glycoprotéines de haut poids moléculaire. Elles interviennent dans la formation du glycocalyx à la surface de l'épithélium. On trouve par exemple la protéine MUC1 qui a en fait des propriétés anti-implantatoires et anti-adhésion. Seuls les embryons compétents, viables, vont pouvoir cliver MUC1, donc se débarrasser de MUC1 et s'implanter. Il existe des polymorphismes génétiques, donc des modifications génétiques non pathologiques, simplement des variations de la normale, et ces polymorphismes pourraient influencer la réceptivité utérine en l'améliorant ou au contraire en la diminuant. Les interleukines et les cytokines. On trouve deux grands types de molécules. Les molécules TH1 qui sont délétères pour l'implantation, citons l'IL2, le TNF-bêta, l'IFN-gamma, et les TH2 qui sont favorables à l'implantation, comme IL4, IL5. En fait, ce mécanisme ne peut pas se résumer à une bataille entre pro et anti-implantation. C'est un mécanisme beaucoup plus fin et il faut rajouter que l'embryon lui-même sécrète aussi des cytokines. Nous pouvons rajouter également une notion, c'est que tout ce que je vous dis là est valable surtout en physiologie, car en fécondation in vitro, on a des taux hormonaux, en particulier en œstradiol, qui sont tellement importants que ces mécanismes sont perturbés, que la muqueuse est perturbée, ce qui diminue les chances d'implantation en fécondation in vitro. Donc rappelons-nous que nous décrivons là l'implantation naturelle. Les différentes phases de l'implantation. La nidation proprement dite peut être décomposée en 5 phases. Première phase, l'apposition. Deuxième phase, l'adhésion. Troisième phase, l'invasion. Quatrième phase, l'érosion de la muqueuse. Et enfin, cinquième phase, l'enfouissement de l'œuf. Nous détaillerons ici les différentes phases de l'implantation. La première phase, donc, c'est l'apposition. Tout d'abord, il y a un arrêt des mouvements utérins, une résorption du liquide utérin, et le blastocyste va s'orienter de telle façon que le bouton embryonnaire se trouve contre l'épithélium. Deuxième phase, l'adhésion. C'est un phénomène progressif. Le blastocyste s'accroche et suite à l'apposition, il y a un enchevêtrement des microvillosités du blastocyste et de l'épithélium utérin. Il y a à ce stade apparition aussi du syncytiotrophoblaste
au niveau du pôle embryonnaire. La formation du syncytiotrophoblaste a un mécanisme mal connu, mais on sait qu'il est issu du cytotrophoblaste et qu'il comporte des divisions nucléaires actives sans cytodiérèse. Ainsi se forme un syncytium. La troisième phase, c'est l'invasion. Il y a un processus protéolytique autocontrôlé. Le syncytiotrophoblaste se développe. Il y a lyse des cellules épithéliales, en particulier de la muqueuse utérine, et phagocytose des débris. Quatrième phase, érosion de la muqueuse. Le chorion est envahi par le syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste s'étend autour du cytotrophoblaste au fur et à mesure de la pénétration de l'embryon. Ceci s'accompagne de l'érosion des glandes dont le contenu rentre en contact avec le trophoblaste. Il y a apparition de lacunes trophoblastiques, ce qui augmente la surface d'absorption de l'œuf. En profondeur, on observe une réaction décidua par multiplication des cellules du chorion profond. Ces cellules prennent un aspect de cellules épithélioïdes avec des jonctions communicantes. Cette réaction déciduale intervient sur un utérus préparé au plan hormonal par destruction des cellules épithéliales. La cinquième phase sera celle de l'enfouissement de l'œuf avec fermeture de la muqueuse utérine en surface, réalisant une nidation dite interstitielle. Les vaisseaux maternels sont érodés, le sang maternel entre dans les lacunes. La placentation humaine est une placentation dite hémocoriale et va apporter un certain nombre de substances. Le sang maternel est directement en contact avec le chorion. Les mécanismes de cette implantation. Ils font appel à des interactions complexes en cascade entre les cellules du trophoblaste, les cellules épithéliales et déciduales et la matrice extracellulaire de l'endomètre. Différents médiateurs sont mis en jeu. Tout d'abord, il y a l'immobilisation. Elle est liée à l'arrêt des mouvements utérins associé à l'œdème du chorion qui va effacer la cavité utérine. Il s'agit donc ici d'un blocage mécanique. Le dialogue embryo-maternel est beaucoup plus compliqué. C'est un dialogue donc entre l'embryon et l'utérus. L'embryon prend une part active à ce dialogue, avec production d'HLA-G dès le stade 4 cellules. Parallèlement, il y a production de différentes cytokines, comme le LIF, le VEGF, qui va permettre le développement vasculaire. Et il y a une autre variation, qui est la diminution de facteurs, comme l'IL6. Classiquement, je vous rappelle que deux types de cytokines sont décrites, les cytokines délétères pour l'implantation, TH1, et favorables à l'implantation, TH2. Il y a des polymorphismes sur les gènes de ces différentes molécules, expliquant que les chances d'implantation soient plus importantes pour certaines femmes que pour d'autres. La tolérance maternelle, c'est également une tolérance immunologique. Lors du trajet de la trompe vers l'utérus, l'embryon est entouré par la zone pellucide. Il n'y a donc pas de présentation antigénique à la surface de l'embryon. Dans la résorption de la zone pellucide, après l'éclosion, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, le HLA-G en particulier, sont exprimées à la surface de l'embryon. Des molécules comme HLA-G inhibent les effets cytotoxiques des cellules natural killer, qui sont des cellules spécifiques de l'endomètre et dont le rôle est important au moment de l'implantation. Ce mécanisme est donc bien régulé avec une balance entre les cytokines, le système d'histocompatibilité et les cellules natural killer. La réaction déciduale. Ce sont les cellules du stroma qui deviennent polyédriques en se chargeant de glycogène et de lipides, et ces cellules vont entourer l'embryon. Il y a bien sûr des applications médicales à toutes ces notions. On peut évaluer la qualité dans l'endomètre, tout d'abord en mesurant son épaisseur, ensuite
en évaluant le contenu en protéines et en particulier en cytokines. On essaiera ainsi de proposer des traitements pour rééquilibrer le rapport entre TH1 et TH2 si nécessaire. L'analyse des polymorphismes géniques des patientes peut permettre de réajuster les traitements. Nous allons maintenant voir l'évolution du blastocyste. Voyons maintenant l'évolution du blastocyste. À la fin de la première semaine, il y a 3 éléments: le blastocèle, le bouton embryonnaire, ou embryoblaste dans certains livres, et le trophoblaste. Le trophoblaste va se différencier en cytotrophoblaste et syncytiotrophoblaste à partir du cytotrophoblaste. Il y a une croissance importante du syncytiotrophoblaste, qui est donc ce syncytium qu'on trouve le plus profondément enfoncé dans la muqueuse utérine. Et ce cyto et ce syncytiotrophoblaste se développent en regard du bouton embryonnaire. Parallèlement, les cellules du bouton embryonnaire se différencient en 2 feuillets, l'entoblaste et l'ectoblaste, que nous verrons par la suite. Les cellules les plus internes de l'ectoblaste proviennent des cellules les plus internes de la morula. Ce schéma vous montre bien, je crois, l'évolution que je viens de décrire. Vous avez donc plusieurs tissus. Le syncytiotrophoblaste en vert est la partie du trophoblaste qui est le plus profondément enfoncée dans la muqueuse utérine. C'est une structure de syncytium sans membrane intercellulaire. Fait suite, plus près de l'embryon, le cytotrophoblaste qui a donc des membranes intercellulaires. Et ensuite, vous avez 2 feuillets embryonnaires proprement dit. En bleu, vous avez l'épiblaste, qu'on appelle aussi ectoblaste à ce niveau. Et en jaune en dessous, vous avez l'hypoblaste, qu'on appelle aussi l'entoblaste. Je suis désolée, mais s'il faut se faire à cette idée, c'est que les termes d'embryologie sont souvent multiples pour désigner la même chose. Donc à ce stade, épiblaste, c'est comme ectoblaste, je vous l'ai écrit, et hypoblaste, c'est comme entoblaste, c'est pareil. La cavité, c'est le blastocèle, on en a déjà parlé. Et on voit aussi sur ce dessin les capillaires maternels et les glandes utérines. Cette diapositive montre un blastocyste au stade J8. L'enfouissement, qui a lieu entre J6 et J9, est dû au développement du syncytiotrophoblaste et à ses protéases. Ces protéases vont briser la matrice extracellulaire de l'endomètre et permettre que des prolongements de syncytiotrophoblaste s'étendent entre les cellules endométriales. Ainsi, elles attirent l'embryon dans l'épaisseur de la paroi utérine. À J8, on voit apparaître dans l'ectoblaste une petite cavité qu'on appelle la cavité amniotique. Il y a apparition de liquide entre les cellules de l'ectoblaste. Les cellules qui bordent cette cavité vont s'appeler les amniocytes. Cette cavité amniotique aura une croissance continue, elle débordera sur les côtés et finalement à la 8e semaine, elle va complètement entourer l'embryon. Donc ce schéma montre surtout, comme nouveauté par rapport au dessin précédent, l'apparition de la cavité amniotique au niveau de l'ectoblaste. Alors ici,
il y a plusieurs nouveautés. Nous sommes à J9. L'embryon est complètement implanté dans l'endomètre. Le point de pénétration, on le voit sur la droite, est fermé par un bouchon de fibrine, par un caillot fibrineux. Le syncytio-trophoblaste, toujours en vert avec des petits points, toujours cette structure de syncytium, continue sa croissance, surtout au niveau du pôle embryonnaire. Il entoure complètement l'embryon et le cytotrophoblaste. Des lacunes apparaissent à l'intérieur. Le développement fait qu'il vient au contact des capillaires endométriaux. Vous voyez que la cavité amniotique commence à se développer et que l'entoblaste, qui est en jaune ici, va donner la membrane de Heuser. C'est une membrane qui tapisse le trophoblaste et limite le blastocèle, tapisse le cytotrophoblast cette fois-ci, et limite le blastocèle, et ce blastocèle prend alors le nom de sac vitellin primitif. On parle aussi de lécytocèle primaire, ou on parle aussi de vésicule vitelline primaire. Tout ça est synonyme. Regardons maintenant le développement à J10-J11. Tout d'abord, remarquons le développement de ce qu'on appelle le réticulum extra-embryonnaire en pointillé noir sur fond rose entre le cytotrophoblaste et la membrane de Heuser. Donc toute cette cavité est remplie par ce réticulum, donc des cellules extrêmement dispersées, une couche épaisse de matériel cellulaire. La membrane de Heuser, vous la retrouvez en jaune, elle délimite la vésicule vitelline primaire. Cela n'a pas changé. Au-dessus, vous trouvez l'entoblaste, au-dessus encore l'ectoblaste, au-dessus encore la cavité amniotique. Ce que vous remarquez en rose, c'est que les lacunes trophoblastiques commencent à s'anastomoser et à se remplir de sang maternel suite à l'érosion de la paroi endothéliale des capillaires maternels, qui sont devenus conjonctifs et dilatés. Il semble d'ailleurs que le syncytiotrophoblaste puisse sécréter une substance vasodilatatrice qui va aider à cette évolution. L'évolution suivante concerne les cellules de l'ectoblaste. Suivez la flèche violette et les deux feuillets de cellules violettes qui proviennent de l'ectoblaste. En effet, des cellules de l'ectoblaste vont proliférer et former deux feuillets qui tapissent d'un côté la membrane de Heuser et de l'autre côté le cytotrophoblaste. Le réticulum extra-embryonnaire se trouve emprisonné entre ces deux feuillets qu'on appelle des feuillets de mésenchyme extra-embryonnaire. Le réticulum va se désagréger, il va faire place à du liquide et la cavité va s'appeler maintenant le cellome extra-embryonnaire. On parle aussi de cavité choriale. Donc, le point essentiel, c'est ce qui est écrit ici, l'ectoblaste prolifère pour former le mésenchyme extra-embryonnaire. Vous avez également la formation du cellome extra-embryonnaire. Vous avez ici une illustration de ce que je viens de vous dire, avec la formation de la cavité nouvelle qu'on appelle le cellome extra-embryonnaire en gris, qui forme au départ des lacunes dans le réticulum extra-embryonnaire. On retrouve ici notre blastocyste à J12, J13. On a remis toutes les étapes, donc avec le cellome extra-embryonnaire qui est entouré
du mésenchyme extra-embryonnaire, la vésicule vitelline entourée de l'entoblaste, et vous avez, encore avec une taille modeste, au niveau de l'ectoblaste, la cavité amniotique. Le cellome extra-embryonnaire va grandir de plus en plus. L'espace correspondant au blastocèle, puis à la vésicule vitelline primaire, va devenir une vésicule vitelline secondaire ou définitive. En effet, cette vésicule vitelline s'est trouvée séparée en deux parties, une qui est repoussée vers le pôle anti-embryonnaire et qui se dégage finalement de l'embryon pour former les restes ou vésicules exocélomiques, et une qui reste accrochée au bouton embryonnaire. Le feuillet externe de cette vésicule vitelline secondaire est important car dès la 4e semaine, le début de l'hématopoïèse va pouvoir débuter suite à la migration de cellules de l'ectoderme, mais également ces cellules seront à l'origine des cellules germinales. Finalement, vous voyez ici que la croissance du cellome extra-embryonnaire va conduire le disque embryonnaire, la cavité amniotique et la vésicule vitelline secondaire à être suspendus dans une cavité, dans cette cavité, uniquement par un épais cordon, le pédicule embryonnaire qui figure en rose ici. À ce stade, fin de seconde semaine, nous avons un disque didermique et l'évolution suit ce qu'on appelle la règle des deux. Il y a deux feuillets embryonnaires, ectoblastes et entoblastes, deux feuillets trophoblastiques, cytotrophoblastes et syncytiotrophoblastes, deux évolutions du blastocèle, vésicule vitelline primitive puis secondaire, et deux nouvelles cavités, cavité amniotique et cavité choriale ou cellome extra-embryonnaire. Le tout est synonyme. Les anomalies, eh bien, il y a de nombreuses anomalies. Les échecs d'implantation, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, et surtout la mortalité embryonnaire qui survient, je vous l'ai dit, au moins une fois sur deux dans l'espèce humaine. Nous abordons maintenant la gastrulation, 3e semaine du développement et mise en place du 3e feuillet. Durant la 3e semaine, il y aura 3 grandes évolutions. De J15 à J17, mise en place du 3e feuillet, le mésoblaste. De J17 à J19, mise en place de la corde. De J19 à J21, différenciation de la plaque neurale, puis de la gouttière neurale et du mésoblaste. Dès J15, il y a formation de ce qu'on appelle la ligne primitive sur la face dorsale de l'embryon, le long de l'axe longitudinal médian du disque embryonnaire. Cette ligne primitive donne l'axe de l'embryon et la symétrie droite-gauche, ainsi que la symétrie bilatérale de l'adulte. Elle est encadrée des membranes cloacales et bucopharyngiques. Ce sillon devient plus profond et s'allonge pour occuper à peu près la moitié de la longueur. Puis une dépression plus profonde, surmontée d'un léger relief d'ectoblaste, apparaît à l'extrémité crâniale du sillon primitif. C'est le nœud primitif et l'ensemble porte le nom de ligne primitive. À partir de ce moment-là, les axes crânial
caudale, ventrale, dorsale et droite-gauche sont définis. Le nœud primitif s'appellera le nœud de Hensen. À partir de J15, les cellules de l'ectoblaste primitif commencent à se multiplier, à perdre leur connexion entre elles et développent de longs pseudopodes qui leur permettent de s'invaginer au niveau de la ligne primitive entre ectoblaste et entoblaste. Ce processus d'invagination s'appelle la gastrulation. Les cellules de l'ectoblaste continuent à migrer au travers de la ligne primitive et forment le mésoblaste intra-embryonnaire situé entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Les flèches roses ici vous montrent les lignes de migration des cellules ectoblastiques et donc la mise en place du mésoblaste intra-embryonnaire. Et on voit qu'il y a deux zones qui sont respectées sans interposition du troisième feuillet de mésoblaste. C'est la membrane pharyngienne et la membrane cloacale qui figurent ici en arrondi. Et vous voyez également qu'il y a des cellules mésoblastiques qui vont aller se situer en avant de la membrane pharyngienne. C'est ce qu'on appelle la plaque précordale. Une dernière chose que vous pouvez voir sur ce schéma, c'est l'ébauche de la corde, qui est un tube dense médian qui va partir de façon médiane depuis le nœud de Hensen jusqu'à la membrane pharyngienne. C'est donc un tube dense. Ébauche de la corde, on parle aussi de processus notocordal. De chaque côté, par contre, le mésoblaste s'étend de façon lâche. D'autres illustrations du même phénomène, là c'est en vert foncé que vous voyez le mésoblaste qui s'insinue entre l'ectoblaste et l'entoblaste. La mise en place de la corde. La mise en place de la corde est illustrée ici. Caudalement, par rapport à la plaque précordale, le nœud de Hensen émet un tube tout d'abord évidé, qu'on appelle le processus notocordal, qui va s'allonger par prolifération de son extrémité proximale au fur et à mesure que la ligne primitive régresse en arrière. Ensuite, il va y avoir transformation de l'ébauche tubulaire en corde pleine. Il y a d'abord une fusion du plancher ventral avec l'entoblaste sous-jacent, puis le tube s'ouvre ensuite de façon ventrale, permettant une communication entre la cavité amniotique et le cytocèle ou vésicule vitelline. Ensuite, l'épaississement de la corde, conjugué à la reconstitution de l'entoblaste, va laisser une petite communication qui s'appelle le canal neurentérique. L'ouverture du plancher va transformer le processus notocordal en plaque notocordale. Puis vers J22, la plaque notocordale se détache complètement de l'entoblaste pour reculer dans l'espace en contenant du mésoblaste sous forme d'un cylindre solide. C'est ce qu'on appelle la notocorde. La notocorde va par la suite dégénérer, mais elle permettra l'induction des corps vertébraux qui vont emprisonner cette notocorde. Ici, vous avez les différentes étapes de la formation de la corde qui passe à gauche du stade cylindre creux, une partie avec un contact avec l'entoblaste en dessous, et lorsque la corde se réindividualise, c'est sous forme
de cordon plein. Vous avez ici quelques références bibliographiques. Nous arrivons donc à cette période qu'on appelle la délimitation. C'est la délimitation en fait de l'embryon par rapport à ses annexes. Parallèlement à cette délimitation, on a aussi l'acquisition d'une troisième dimension. On va passer d'une surface plane à un embryon qui présente des bords latéraux. La principale force, c'est la croissance importante de certains tissus par rapport à d'autres. Le disque grandit, surtout en longueur. Le sac vitellin, par contre, ne grandit pas. L'ectoblaste grandit beaucoup plus que l'entoblaste. Or, le disque est attaché au sac vitellin, donc il va s'enrouler. La démarcation entre l'embryon et ses annexes va devenir plus nette, la séparation se faisant au niveau de l'ombilic. On avait tout à l'heure un pédicule embryonnaire, on va arriver à une nouvelle annexe, le cordon ombilical. Une plicature de l'embryon et l'isolement de l'embryon par rapport à ses annexes grâce au cordon ombilical. C'est ça qui caractérise cette période qu'on appelle la délimitation. Alors, on va décrire cette délimitation d'abord sur une coupe longitudinale. On verra les volumes. On décrira ensuite la neurulation. On verra le devenir de cette plaque neurale, le détachement des crêtes neurales et le devenir du mésoblaste. On verra ensuite les dérivés entoblastiques, les dérivés ectoblastiques et la mise en place de la circulation sanguine embryonnaire. Alors tout d'abord, la plicature et l'acquisition de la troisième dimension, on le voit très bien sur ce schéma qui est en coupe longitudinale. Vous voyez que l'ectoblaste, qui est en rose entouré de noir au-dessus, se développe énormément et beaucoup plus que le tube digestif. La masse cardiaque, qui est cette boule rose au sommet de la tête, qui est donc une masse mésoblastique au sommet de la tête, va passer, grâce à cet enroulement, en position thoracique. La zone que vous voyez sur le premier schéma, juste en avant de la masse cardiaque, c'est la membrane pharyngienne. Et donc, sur le premier schéma, avant la délimitation, dans un sens céphalocodal, vous allez rencontrer membrane pharyngienne, ébauche cardiaque et embryon tridermique. Avec l'enroulement, l'ébauche cardiaque passe en position thoracique et, dans un sens céphalocodal, vous rencontrerez in fine d'abord l'ectoblaste qui va être le cerveau, puis la bouche et enfin, au niveau thoracique, l'ébauche cardiaque. Vous voyez aussi sur ce schéma que l'entoblaste, le lécithocèle, va se trouver complètement enfermé et va finalement être isolé, lui aussi, en deux parties. Une partie intra-embryonnaire qui va donner l'intestin primitif et une partie externe qui va dégénérer. Donc, allongement du tube neural et enroulement autour du lécithocèle sont les deux points clés de cette évolution. Sur ce dessin, on voit à peu près la même chose, si ce n'est qu'on a figuré l'ensemble. On voit le pédicule embryonnaire rejoindre le canal vitellin. Ce qu'on appelle le canal vitellin, c'est cette portion qui va relier l'intestin primitif interne à la cavité vitelline. Et c'est tout ça qui va former le cordon ombilical. On situe en même temps sur ce schéma la cavité dite choriale ou célome extra-embryonnaire qui va diminuer puis devenir virtuelle, disparaître petit à petit au fur et à mesure que la cavité amniotique va envahir le tout.
Une autre façon de voir exactement la même chose, vous avez donc le cellome externe qui est en rose et qui va disparaître, la cavité amniotique qui est en bleu et qui va tout envahir, et donc la constitution du cordon ombilical. Parallèlement à cela, vous pouvez remarquez qu'il y a des évolutions au niveau des feuillets. Vous voyez ici un épaississement sagittal de l'ectoblaste. C'est ce qu'on appelle la plaque neurale, plaque qui se creuse en son centre pour former la gouttière neurale qui s'enfonce pour former le tube neural. Vous voyez également que le mésoblaste en bleu, entre l'ectoblaste en noir et l'entoblaste en rouge, évolue et que vous avez plusieurs zones. Une zone qui est très proche de la corde est au milieu. Une zone très proche de la corde, c'est ce qu'on appelle le mésoblaste paraaxial. Une petite zone intermédiaire qu'on appelle le mésoblaste intermédiaire. Et ensuite, vous voyez une séparation en deux du mésoblaste le plus latéral, c'est ce qu'on appelle les lames latérales. Vous voyez les mêmes notions que je viens de vous décrire sur un autre schéma. Je vous fais simplement remarquer que les lames latérales qui entouraient un cellome interne de chaque côté se sont rejointes ventralement et vous avez finalement la formation d'un cellome intra-embryonnaire unique qui va être à l'origine des cavités internes de l'organisme. Donc pour résumer, les bords latéraux du disque embryonnaire se développent énormément, s'effondrent sur les côtés et s'unissent sur la ligne médiane ventrale. La cavité amniotique s'agrandit. Le cellome intra-embryonnaire va se fermer. Il va se fermer lorsque les bords latéraux du disque embryonnaire s'unissent sur la ligne médiane. Les deux cavités qui étaient entourées par les lames latérales vont se réunir au centre. Ça va former ce qu'on appelle le cellome interne. Le lécithocèle va donner le sac vitellin. La cavité du sac vitellin reste en communication avec le tube digestif par le canal vitellin. L'anatoïde, qui est un diverticule de cet intestin, va se réunir avec le pédicule embryonnaire et le canal vitellin et le sac vitellin pour former le cordon ombilical. Le cellome externe va devenir virtuel. Vous avez l'évolution des feuillets résumée ici, l'épaississement de l'ectoblaste sous forme de plaque neurale, le mésoderme ou mésoblaste qui se développe latéralement et se sépare en trois parties, le mésoblaste paraaxial, le mésoblaste intermédiaire, les deux lames latérales qui entourent le cellome interne. Si on regarde les volumes, on regarde l'embryon vu du haut, on voit une chose, c'est que cette plaque neurale qui se transforme en gouttière neurale, qui s'enfonce pour former le tube neural avec une fermeture en surface, eh bien, ça se ferme comme une fermeture éclair, mais progressivement. Et vous avez ici les différentes étapes avec deux parties qui restent ouvertes des deux côtés. Du côté céphalique, crânial, on appelle ça le neuropore antérieur ou crânial, et du côté caudal, le neuropore caudal ou postérieur. Une image de cet embryon qui paraît tout à fait recroquevillé et qui a son tube neural qui se ferme, sauf aux deux extrémités. Le même schéma sur la coupe neurale, sur la coupe transversale. Un autre schéma qui vous explique toujours la même chose, c'est donc la transformation de la plaque neurale
en gouttière neurale, la segmentation du mésoblaste en bleu, la corde est au milieu. Quelques mots sur le devenir. La plaque neurale va se différencier en encéphale et morale épinière. La formation du tube neural débute à J22. Le tube neural s'allonge longitudinalement et s'enroule ensuite. Les flèches vous indiquent les mouvements. Il faut que je vous donne encore quelques noms, malheureusement. Vous voyez ici l'évolution du mésoblaste. Je vous ai dit paraaxial près de la corde, intermédiaire et les deux lames latérales. La lame latérale qui se trouve côté lame amniotique s'appelle la somatopleure. La lame latérale qui se trouve côté tube digestif s'appelle splanchnopleure. Une dernière chose à vous dire, c'est que lorsque le tube neural se forme, vous voyez en jaune ici, deux zones qui vont se détacher, c'est ce qu'on appelle les crêtes neurales. Alors vous avez des images ici, donc de la fermeture de la gouttière neurale, se fait progressivement. Une autre image du neuropore antérieur et du neuropore postérieur, et on voit bien en transparence le mésoblaste paraaxial qui est segmenté en somite. Un petit résumé avec quelques dates. Les bords latéraux de la gouttière neurale commencent par fusionner dans la future région occipito-cervicale, fin J21, début J22, laissant persister deux ouvertures, les neuropores céphaliques et caudales, à chaque extrémité. Le tube neural va augmenter progressivement en longueur, tout en se fermant progressivement. Les neuropores deviennent de plus en plus petits et la fermeture, eh bien, elle a lieu pour le neuropore céphalique, neuropore antérieur, c'est synonyme, à J24, et pour le neuropore caudal ou postérieur, à J26. La formation du tube neural débute à hauteur des 5 premiers somites. Je ne vous ai pas encore parlé des somites. On va en parler dans l'évolution du mésoblaste. Ce mésoblaste paraaxial va se segmenter en différents fragments identiques qu'on appelle les somites. Et donc, il y a comme cela une correspondance entre l'endroit où se forme le tube neural et la segmentation des somites. Donc 5 premiers somites pour le début de la formation du tube neural. Il se termine à la hauteur du somite 31. La partie la plus caudale du tube neural, on va peut-être passer rapidement là-dessus, elle aurait une origine différente. Elle se ferait à partir de ce qu'on appelle l'éminence caudale mésoblastique. C'est une masse mésoblastique caudale. Et c'est en début de semaine 4 que le cordon mésoblastique plein se creuse et se raccorde au tube neural. Vous avez ici la formation du tube neural côté caudal avec cette éminence caudale en violet qui se raccorde au tube neural. Le détachement des crêtes neurales, je vous ai dit que c'est au point de fermeture de la gouttière neurale. Les cellules de la crête neurale se détachent et migrent pour donner beaucoup de tissus différents. Des tissus qu'on trouve au niveau de la tête, au niveau du système nerveux périphérique, des éléments qui ne sont pas des neurones, comme les cellules de Schwann, comme les mélanocytes et beaucoup d'autres choses. Vous avez ici la liste des structures issues des crêtes neurales. Donc vous avez des structures appartenant au tissu nerveux, mais d'autres structures n'appartenant pas du tout au tissu nerveux, comme les os et cartilages du crâne, comme les mélanocytes et beaucoup d'autres choses.
focus sur l'évolution du mésoblaste. Je vous ai déjà parlé donc de la séparation en 3 zones. Le mésoblaste, mésoderme paraaxial, intermédiaire et les lames latérales. Bien, le mésoblaste paraaxial va se segmenter en somites, c'est écrit ici. Le mésoblaste intermédiaire va donner ce qu'on appelle le cordon néphrogène et les lames latérales entourent le célome. La corde, elle ne se segmente pas, mais elle va se fragmenter. Elle donnera seulement quelques reliquats embryonnaires. Le mésoblaste paraaxial, il va se segmenter complètement et le nombre de somites qu'on peut observer va nous permettre de dater l'embryon. Ne retenez pas tous ces chiffres, simplement retenez qu'à la fin de la 5e semaine, on a 42 à 44 paires de somites. Finalement, certaines régressent, il y aura seulement 37 paires de somites définitifs. 5 occipitales, 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 3 coccygènes. Que va donner la lignée mésoblastique? Eh bien, d'une part, les somites vont donner des éléments du squelette, des muscles et du derme. Le cordon néphrogène va donner le rein et les conduits génitaux. Les lames latérales, 2 lames latérales, somatopleur côté amnios et splanchnopleur côté tube digestif. Eh bien, ça va donner du conjonctif et la paroi des cavités internes. Les célomes internes vont donner des cavités internes de l'organisme, la cavité péricardique, la cavité pleurale, la cavité péritonéale. La corde, je vous l'ai déjà dit, donne le nucleus pulposus régresse en fait. Donc, les points essentiels sont résumés ici. Le mésoblaste paraaxial qui donne les somites et qui apparaissent dans la future région de la base du crâne. Les somites sont le témoin de l'organisation segmentaire du corps. Ces somites vont donner 3 éléments, les sclérotomes, les dermatomes et les myotomes. Les sclérotomes sont à l'origine des vertèbres. Chaque vertèbre est faite par 2 moitiés de sclérotomes. Les dermatomes vont donner le derme, donc le revêtement cutané, et les myotomes vont donner les éléments musculaires. Il y a un certain nombre de gènes qui régulent la différenciation des somites, et ces gènes sont actuellement encore en cours d'étude. Quelques mots sur le mésoblaste intermédiaire. Je voudrais simplement vous dire qu'il est à l'origine des cordons néphrogènes et qu'il y a 3 générations, si je puis dire, de reins. Il y a le pronéphros qui va disparaître, le mésonéphros qui est le rein intermédiaire et finalement le rein définitif est le métanéphros. Vous avez ici la situation du mésonéphros qui, un petit peu comme les somites, est une structure segmentée en segments tous identiques. C'est le témoin de ce qu'on appelle la métamérie, qui est un type d'organisation du corps en éléments tous identiques. C'est ce qui nous reste, si vous voulez, du stade mille pattes. Donc le mésonéphros, c'est comme ça. On a à chaque segment un petit appareil excréteur. Alors que le métanéphros, qui est le rein définitif, lui, n'a pas du tout de structure métamérique, intègre l'ensemble des segments. Donc, quelques dates ici. Le pronéphros est entièrement régressé à J25. Le mésonéphros se développe à partir de J25. Et le métanéphros, eh bien, c'est le rein définitif. Je ne vous demanderai pas trop de détails. Donc 7 paires de tubules disparues à J25 pour le pronéphros. Les métanéphros, si une date quand même, sont induits à la 5e semaine. Les dérivés entoblastiques,
eh bien, vous voyez l'isolement de l'intestin par développement et débordement de la cavité amniotique qui finit par enserrer le lécithocèle et isoler deux parties, une partie interne à l'embryon et une partie externe. Donc, l'entoblast va donner le tube digestif, deux extrémités au départ aveugles qui vont ensuite, bien sûr, être percées puisque vous allez avoir la bouche et l'anus. Et on considère qu'il y a trois parties en se situant par rapport à l'implantation du cordon ombilical, l'intestin antérieur qui va du pharynx au futur duodénum, l'intestin moyen qui va de D3, troisième partie du duodénum, au côlon transverse, et l'intestin postérieur, dernière partie du côlon transverse, jusqu'au rectum et au cloaque. Vous avez ici une image donc globale de cet embryon à 4 et 5 semaines pour que vous puissiez voir l'évolution des volumes. Enfin, en ce qui concerne l'entoblast, ce topo ne serait pas complet si je ne vous parlais pas des glandes digestives qui se développent à partir de l'épithélium entoblastique. Vous avez ici le développement du pancréas d'un côté et du foie de l'autre côté. Le foie prend une place absolument énorme. Ce que vous voyez ici, c'est le développement de la cavité péritonéale au niveau abdominal qui n'est que le cœlome interne dont je vous ai déjà parlé. Quelques mots sur le développement des bronches. Les bronches se développent à partir de l'entoblast également. Vous avez un diverticule qui s'isole à partir de l'œsophage, qui est le diverticule bronchique, qui va ensuite se ramifier et donner les bronches, qui vont être donc les voies d'apport de l'air aux poumons. Quelques mots sur les dérivés ectoblastiques. Vous avez ce qu'on appelle les placodes, qui sont des dérivés épiblastiques. Alors, ce qu'on appelle l'épiblaste, c'est le revêtement de surface lorsque le tube neural est fermé. Et ces épiblastes ont des épaississements, on va dire, qu'on appelle les placodes. Et ces placodes sont à l'origine, pour la placode otique de l'ouïe, optique de la vision, olfactive de l'olfaction. Quelques mots pour vous montrer que l'évolution céphalique du tube neural est très compliquée, avec 3 vésicules puis 5 vésicules, et que le tout est extrêmement recourbé. Je ne vais pas vous donner le détail, mais il y a un développement bien sûr du tube neural extrêmement complexe au niveau céphalique. La mise en place de la circulation embryonnaire se fait en 3 temps à partir de 3 réseaux vasculaires. Le réseau vasculaire extra-embryonnaire, je vous en ai dit un mot au début, à partir de la paroi de la vésicule ombilicale, la circulation vitéline avec des îlots sanguinoformateurs. Elle disparaît à la fin du 2e mois. Le réseau allantoïdien, placentaire, prédomine dès le 30e jour, et enfin la circulation intra-embryonnaire. Quelques dates concernant la mise en place de la circulation sanguine embryonnaire et les réseaux vasculaires. À J18 apparaît la zone cardiogène. J19, J20, on voit 2 tubes cardiaques qui fusionnent à J21. Les premières contractions cardiaques peuvent s'observer dès J22. Le tube présente 4 renflements, bulbe aortique, ventricule, oreillette et sinus veineux. À J23, une évolution du tube avec des inflexions et des courbures. Et enfin, le début de la circulation intra-embryonnaire dès J24. Je vous remercie.